Bonjour à tous. Vous pensez probablement que votre téléviseur, votre ordinateur ou le téléphone que vous utilisez pour regarder cette vidéo en ce moment même produit des millions de couleurs. Mais ce n'est pas le cas. Il n'en produit que 3, le rouge, le vert et le bleu. Votre écran est conçu pour pirater votre cerveau. En mélangeant ces 3 couleurs primaires, une nouvelle couleur est créée dans votre tête. L'écran est conçu pour les humains. En d'autres termes, votre chien pense que votre télévision est horrible parce que les chiens ne peuvent détecter que 2 couleurs, alors que les humains peuvent en détecter 3. Les pigeons, quant à eux, peuvent détecter 5 couleurs et l'une d'entre elles est l'ultraviolet. Tout comme vous pouvez créer une nouvelle couleur dans le cerveau humain, vous pouvez faire exactement la même chose et créer de nouvelles choses sans les créer dans la vie réelle. Vous pouvez faire en sorte que quelque chose de mauvais ait l'air bon et que quelque chose de bon ait l'air mauvais. Je sais que vous pensez qu'il s'agit d'une sorte d'escroquerie psychologique, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une méthode scientifique. Rory Sutherland, l'auteur du livre intitulé Alchemy, appelle ce processus intervention. L'intervention est similaire à l'innovation, mais au lieu de créer quelque chose de nouveau dans le monde physique, vous le créez dans le cerveau. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 7 leçons étonnantes tirées de ce livre. Premier enseignement, la perception est la réalité. En 2009, Eurostar, une compagnie ferroviaire, perdait des clients au profit des compagnies aériennes. Elle s'est donc demandé comment améliorer le voyage entre Londres et Paris. Et quelle a été la solution proposée par les ingénieurs ? Ils ont dépensé plus de 8 milliards de dollars pour construire des voies ferrées entièrement nouvelles, ce qui a permis de réduire la durée totale du trajet de 40 minutes, de 3h20 à 2h40. Un moyen psychologique de résoudre ce problème consisterait à cesser de s'intéresser à la quantité de temps et à commencer à s'intéresser à la qualité du temps. Qu'auraient-ils pu faire ? Ils auraient pu transformer le voyage en une meilleure expérience. Par exemple, ils auraient pu installer le Wi-Fi dans les trains pour une fraction de cette somme, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait avant 10 ans. Ou ils auraient pu dépenser seulement 1 milliard de dollars et engager les mannequins les plus beaux du monde, hommes et femmes, et les payer pour servir gratuitement du champagne tout au long du voyage. Cela semble ridicule, mais c'est une solution bien moins coûteuse et les gens demanderaient à ce que le train ralentisse. Nous percevons le temps différemment en fonction de ce que nous faisons pendant ce temps. Par exemple, vous avez probablement déjà dit des choses comme « les 5 minutes les plus longues de ma vie » ou « je ne sais pas comment 1 heure s'est écoulée ». Maintenant, regardez votre propre entreprise ou votre propre travail et voyez comment vous pouvez appliquer ces connaissances. Par exemple, vous pouvez peut-être réaménager la salle d'attente de votre bureau pour que vos clients puissent faire des choses amusantes et oublier l'attente. Voici un autre aspect du temps. Nous détestons absolument attendre dans l'incertitude. Vous pouvez réduire le temps non pas en le réduisant, mais en réduisant l'incertitude. Comparez Uber au taxi, par exemple. Vous avez probablement l'impression qu'Uber arrive à vous plus rapidement qu'un taxi. En réalité, Uber n'a pas nécessairement réduit le temps nécessaire pour que la voiture arrive jusqu'à vous. Il a plutôt réduit l'incertitude quant au temps d'attente. Comment ? En vous montrant une carte. Lorsque vous voyez où se trouve le chauffeur et que vous avez une estimation de l'heure d'arrivée, vous vous sentez plus en contrôle et moins anxieux à l'idée d'attendre. Nous sommes plus heureux d'attendre une voiture pendant 10 minutes en sachant que cela prendra 10 minutes que d'attendre une voiture pendant 5 minutes dans l'incertitude. Les êtres humains détestent l'incertitude. Alors, si vous pouvez trouver un moyen de la réduire, vous avez certainement entre les mains un produit ou un service de grande valeur. Si l'on aborde les problèmes d'un point de vue psychologique plutôt que logique, on trouve des réponses différentes qui peuvent être meilleures et coûter encore moins cher. Par exemple, au Royaume-Uni, si vous achetez une Ferrari, elle sera livrée gratuitement à votre concessionnaire local, ce qui est plutôt cool. Mais il y a aussi une deuxième option. On l'appelle la visite de l'usine. Voici comment ça fonctionne. Vous payez 500 livres pour visiter l'usine Ferrari et vous devez voyager à vos frais. Mais sachez qu'à la fin de la visite, vous pouvez conduire votre Ferrari flambant neuve hors de l'usine et la ramener chez vous. Ce qu'ils ont fait n'a donc rien à voir avec la réalité. La réalité n'a pas changé du tout. Mais en appelant cela une visite de l'usine, ils ont réussi à vous faire payer 500 livres et à vous faire prendre votre propre voiture. Un autre exemple tiré de l'industrie automobile. Rolls-Royce a rendu ses voitures moins chères en changeant le contexte dans lequel elles étaient exposées.
Elles étaient exposées dans les salons automobiles comme d'habitude, mais elles y paraissaient absurdement chères par rapport aux autres voitures. Ils ont donc eu une idée très intelligente. Ils ont cessé d'emmener les voitures au salon de l'automobile et ont commencé à les exposer au salon du yacht et de l'avion. Maintenant, si vous avez regardé des avions et des bateaux tout l'après-midi, une voiture de 250 000 € vous semble plutôt bon marché en comparaison. Un autre exemple. Beaucoup d'entreprises échouent, non pas parce que leur produit est mauvais, mais parce qu'elles ne savent pas comment le vendre. Le Royal Mail anglais est un bon exemple. Il s'agit en fait d'un très bon service. Le pourcentage de lettres et de courriers de première classe livrés pendant la nuit au Royaume-Uni est de 97%. La société voulait l'améliorer encore et atteindre 98,5%. Malheureusement, cela a entraîné des coûts énormes pour le système et a failli le briser. Ce qui est amusant, c'est que si l'on demande aux gens quel est le pourcentage de courriers de première classe qui arrive le lendemain, les réponses varient entre 40 et 80%. Personne n'a répondu 97%. Cela prouve que le problème réside dans la perception du service et non dans le service lui-même. Si la perception est bien pire que la réalité, pourquoi essayer d'améliorer la réalité au lieu d'améliorer la perception ? Ce qu'ils auraient dû faire est simple, faire de la publicité et faire savoir aux gens à quel point leur produit est bon. C'est pourquoi il est absurde de se concentrer sur le produit et d'oublier le marketing. Les gens ont besoin d'un bon produit, mais ils ont aussi besoin de croire qu'ils ont un bon produit. Enseignement numéro 2, de petites interventions peuvent avoir un impact significatif. Nous partons souvent du principe que les problèmes complexes nécessitent des solutions complexes, mais parfois, une petite intervention, apparemment insignifiante, peut avoir un impact significatif. Par exemple, au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour rendre les ascenseurs plus rapides, vous pouvez installer des miroirs. Et les miroirs vous distraient et vous évitent de vous ennuyer, de sorte que le trajet semble plus rapide qu'il ne l'est en réalité. Autre exemple, supposons que vous soyez médecin et que vos patients aient la terrible habitude d'abandonner leur traitement antibiotique dès que leurs symptômes disparaissent. La solution rationnelle consiste à leur expliquer à quel point cela peut être dangereux, peut-être en leur donnant un petit cours de biologie pour leur expliquer comment les bactéries peuvent devenir plus fortes. Vous pouvez les effrayer et créer une véritable peur de tomber gravement malade. Vous pouvez aussi trouver une solution beaucoup plus simple. Au lieu de leur donner 24 pilules blanches, donnez-leur 18 pilules blanches et 6 pilules bleues. Dites-leur d'abord de prendre les pilules blanches et ensuite seulement les pilules bleues. En fractionnant le processus, ils auront l'impression qu'il s'agit d'un processus divisé en 2 étapes. La probabilité que les gens aillent jusqu'au bout est beaucoup plus grande lorsqu'il y a une étape au milieu. Permettez-moi de vous donner un exemple personnel. Il m'arrive de voir quelqu'un prendre une de mes vidéos et la publier telle qu'elle. La seule chose qu'il change est généralement un mot dans le titre ou un tout petit changement dans la vignette. Devinez quoi ? Cette vidéo est plus performante que la mienne. J'étais en colère et en même temps fascinée par cela parce que je ne comprenais pas comment la même vidéo pouvait être plus performante sur leur chaîne alors qu'ils n'ont même pas 10 abonnés. Mais maintenant, je comprends que ce sont les petits changements qui font toute la différence. Enseignement numéro 3. Le contraire d'une bonne idée est une bonne idée. En science, il y a de bonnes et de mauvaises réponses. Le contraire d'une bonne réponse est une mauvaise réponse. 5 × 2 = 10. Toute réponse qui n'est pas 10 est fausse. Mais en psychologie et en marketing, cette règle peut ne pas s'appliquer. Le contraire d'une bonne idée peut aussi être une bonne idée. Par exemple, si vous allez dans un restaurant, que vous attendez à être traité de manière polie et accueillante, le contraire de la politesse est l'impolitesse, et certains restaurants ont intégré l'impolitesse à leur service. Si vous vous rendez dans l'un de ces restaurants, la serveuse apportera la nourriture et la jettera devant vous en vous disant des choses grossières en face. D'une certaine manière, lorsque l'impolitesse fait partie de votre culture et que les gens s'attendent à être maltraités, cela devient une expérience amusante et les gens sont heureux de payer pour cela. Prenons l'exemple de Red Bull. C'est l'opposé du Coca-Cola. Il a un goût étrange, se présente sous la forme d'une minuscule canette et coûte plusieurs fois plus cher que le cola. Tout le monde se moquerait de vous si vous leur disiez que vous allez développer une boisson, mais que vous allez délibérément lui donner un goût étrange, la faire payer 2 à 3 fois plus cher et la vendre dans une toute petite canette, de sorte que les gens n'en auront que très peu pour leur argent. Mais c'est le Red Bull et il a du succès. Enseignement numéro 4. Posez des questions stupides parce que personne d'autre ne le fera. Parfois, la solution à un problème consiste à poser ce que nous considérons comme une question stupide.
Le genre de questions dont tout le monde pense connaître la réponse. Poser des questions non conventionnelles, voire stupides, peut déboucher sur des idées révolutionnaires et des solutions innovantes. Prenons un exemple très courant. Emmener son enfant chez le médecin. Pourquoi emmenez-vous votre enfant chez le médecin lorsqu'il est malade? Je sais que cette question peut sembler stupide, mais suivez-moi. Est-ce parce qu'il est malade et que vous voulez qu'il aille mieux? Il est évident que vous voulez qu'il se sente mieux, mais ce comportement apparemment rationnel cache bien d'autres motivations. Ce que les gens recherchent avant tout lorsqu'ils vont chez le médecin, ce n'est pas un traitement mais un réconfort. Plus qu'un traitement, vous voulez que le médecin vous dise que votre enfant ira bien. Si vous avez des enfants, vous savez que la plupart du temps, lorsqu'ils ont de la fièvre, c'est à cause d'un rhume ou d'un simple virus qu'ils ont attrapé d'autres enfants à la maternelle et que leur corps se débrouillera tout seul. Cela ne change rien au fait que vous voulez entendre le pédiatre vous dire que ce n'est rien de grave. La plupart des gens vont chez le médecin même lorsqu'ils ne sont pas malades, juste pour s'assurer que tout va bien. La seule raison pour laquelle quelqu'un ferait une telle chose est de se rassurer. Et la meilleure preuve, c'est qu'on ne voit pas des gens aller chez le dentiste sans raison, n'est-ce pas? Vous savez que le dentiste fera quelque chose, même si ce n'est qu'un nettoyage dentaire. La plupart des gens ne veulent pas avoir l'air stupides, c'est pourquoi ils ne se posent pas de questions stupides, mais elles peuvent vous aider à découvrir des informations puissantes. Vous pouvez bénéficier d'un avantage concurrentiel extraordinaire si vous créez un petit espace dans votre entreprise pour que les gens puissent tester des choses qui n'ont pas de sens. La grande valeur de l'expérimentation en dehors de la logique est que la plupart de vos concurrents seront trop effrayés pour s'y aventurer. Enseignement numéro 5, ne pas concevoir pour la moyenne. Concevoir pour la personne moyenne peut sembler un pari sûr, mais cela peut conduire à l'échec. En effet, presque personne n'est vraiment dans la moyenne. Pensez-y de la manière suivante. Certains adultes mesurent 2 mètres de haut, d'autres mesurent 1,30 m. Cela signifie que la personne moyenne mesure 1,65 m. Si vous concevez quelque chose, disons un pantalon par exemple, pour une personne de 1,65 m, il lui ira très bien. Mais ira-t-il à la personne de 2 mètres? Sera-t-il adapté à une personne de 1,30 m? Probablement pas. Et nous ne prenons même pas en considération le poids moyen. Concevoir quelque chose pour la personne moyenne, c'est comme essayer de créer un pantalon à taille unique. Il peut convenir à certaines personnes, mais en réalité, il ne conviendra parfaitement qu'à très peu d'entre elles. Tout comme le corps de chacun est unique, les préférences et les besoins de chacun sont également uniques. Si vous essayez de concevoir quelque chose pour la personne moyenne, il y a des chances que votre produit ne soit pas absolument détesté, mais il ne sera pas non plus adoré. Au lieu d'essayer de créer un produit qui plaira à tout le monde, il est préférable de se concentrer sur un groupe spécifique de personnes qui ont des besoins ou des préférences uniques. Si vous parvenez à créer un produit que ces personnes aiment vraiment, elles en parleront à tous leurs amis et contribueront à faire de votre produit un succès. Harry Potter en est un exemple intéressant. L'histoire a été créée pour des garçons anglais de 11 ans, mais elle est devenue si populaire auprès de leur public qu'elle s'est étendue à d'autres publics et aujourd'hui, c'est une histoire aimée par les personnes de tous les âges et de tous les pays. Enseignement numéro 6, les gens ne voient pas le monde de manière objective. Je dois créer une publicité pour une voiture et je ne sais pas laquelle choisir. Quelle option recommanderiez-vous? L'option A consiste à créer une publicité qui présente la voiture, montre à quel point elle est belle à l'extérieur et spacieuse à l'intérieur, et parle de son moteur puissant et rapide et de ses sièges confortables. L'option B montre la voiture faisant la course dans la savane africaine, côte à côte avec un grand félin, un lion par exemple. Si vous pensez que l'option B aura plus de succès, vous avez probablement raison. La raison en est plus simple qu'il n'y paraît. Elle contient un animal. Il a été prouvé que les publicités présentant de beaux animaux ou des animaux en peluche ont tout simplement plus de succès que les publicités n'en présentant pas, quel que soit le produit. Si j'achète une voiture, je devrais probablement prendre en considération des éléments tels que le confort, la puissance et l'espace. Dans ce cas, comment se fait-il que je me permette de faire mon choix en fonction de ce mignon gros chat plutôt que de toutes les caractéristiques objectives du produit? La raison est liée à votre inconscient. Nous faisons des choses pour des raisons que nous ignorons consciemment. Si vous demandez à quelqu'un pourquoi il fait quelque chose, il vous donnera également une raison, mais cela ne veut pas dire que c'est la vraie raison. Le fondateur de la société automobile Ford, Henry Ford, a déclaré un jour « Si je demandais aux gens ce qu'ils veulent, ils me diraient un cheval plus rapide ».
Nous supposons que les gens perçoivent le monde de manière objective, qu'ils voient clairement et pensent toujours de manière logique. Mais ce n'est pas vrai. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous le voyons en fonction de ce qu'il signifie pour nous. Les expériences subjectives sont précieuses et peuvent être aussi importantes que les données subjectives pour prendre des décisions. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise ou dirigeant, vous devez garder cela à l'esprit à tout moment. Même si vous ne vous occupez pas du contexte de l'entreprise, vous résolvez des problèmes en permanence. Vous résolvez des problèmes avec votre partenaire, avec vos collègues et avec vos amis. Et penser en termes psychologiques vous aidera à vous rappeler que ce que les gens disent n'est pas toujours ce qu'ils pensent et ne se traduit pas toujours par ce qu'ils ressentent ou parce qu'ils ont l'intention de faire. Enseignement numéro 7, il ne sert à rien d'être logique si tout le monde l'est. La stratégie militaire a ceci de très intéressant qu'elle n'est jamais très logique. Bien sûr, si vous retracez toutes les étapes suivies par une armée lors d'une attaque, par exemple, vous vous rendrez compte qu'en fin de compte, il y avait un objectif clair et des étapes suivies pour y parvenir. Mais le fait est qu'il y a eu aussi des déviations en cours de route. En effet, si les militaires agissent de manière logique, ils deviennent prévisibles, et vous ne voulez pas que votre ennemi soit au courant de vos moindres faits et gestes, n'est-ce pas? Les entreprises qui suivent une voie prévisible deviennent rapidement obsolètes. Elles deviennent tout simplement comme les autres. En effet, même si vous connaissez un succès initial, tout le monde saura bientôt ce que vous faites et fera la même chose que vous. Pour réussir, il est essentiel de penser différemment, de manière créative et innovante. L'auteur dit, au lieu de copier vos concurrents parce que ce qu'ils font fonctionne, trouvez ce qu'ils font de mal. Quelles sont les failles de leur stratégie? Identifiez-les et exploitez-les à votre avantage. Vous pourrez ainsi développer un argument de vente unique qui incitera les gens à vous choisir plutôt qu'un autre. Par exemple, si vous envisagez d'écrire un livre, recherchez des livres similaires à celui que vous souhaitez écrire et lisez toutes les critiques à 1 ou 2 étoiles. Si vous voulez ouvrir une chaîne YouTube, lisez les commentaires et voyez ce dont les gens se plaignent et ce qu'ils veulent voir mais que personne ne fournit. Selon l'auteur, bon nombre des solutions de l'avenir proviendront probablement de la psychologie et non de la logique et du rationnel. Nous ne vivons plus au Moyen-Âge. La plupart des problèmes qui nécessitent des solutions logiques ont déjà été trouvés. Les problèmes restants sont très probablement à l'épreuve de la logique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être résolus par la logique. S'il existait une solution logique, nous l'aurions déjà trouvée. C'est tout pour cette vidéo. J'ai résumé plusieurs livres de psychologie similaires à celui-ci. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, jetez un coup d'œil à la liste de lecture que vous voyez sur votre écran. Enfin, je vous remercie d'avoir passé votre temps précieux sur ma chaîne. La monnaie la plus importante dans ce monde est le temps. Vous venez d'en dépenser une partie en regardant cette vidéo. J'espère que cela en valait la peine. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt.